Nous allons voir dans cette vidéo une des recherches en exobiologie qui concerne les briques de la vie. Qu'est-ce que c'est, comment les fabriquer et quelles sont leurs sources. Vous allez voir que ces éléments sont indispensables à la vie terrestre et l'étude de leur origine nous permet de donner plus de contraintes à l'origine de la vie elle-même. Il faut savoir que sur Terre, il existe une très grande diversité d'espèces dont l'homme n'est en fait qu'une espèce parmi des millions. Tous les jours sont découvertes de nouvelles espèces et on en aurait entre 5 et 100 millions sur Terre à l'heure actuelle. À savoir que la majorité de ces espèces, ce sont des micro-organismes de type des bactéries. Mais quel est donc alors le lien commun entre toutes ces espèces? Qu'est-ce que l'homme a de commun avec une bactérie, un tardigrade ou encore un ornithorynx? Eh bien, pour ça, il faut aller regarder à l'intérieur de soi, cachées dans nos cellules, les mêmes briques élémentaires sont en fait présentes dans tous les êtres vivants, à savoir les protéines d'un côté et l'ADN de l'autre, l'acide désoxyribonucléique, porteur de notre code génétique. Si on regarde encore plus près les constituants de ces deux entités, eh bien on s'aperçoit que les protéines sont constituées d'acides aminés, organisés en chaînes peptidiques, et que notre ADN est composé de 3 éléments de base, les bases azotées, les sucres et le phosphore. Il faut ajouter à cela les constituants de nos cellules, qui sont le compartiment qui maintiennent ces entités ensemble. Et typiquement, les cellules sont constituées de chaînes aliphatiques de type des acides gras. Donc au final, on recense 5 briques de la vie essentielles, les acides aminés, les bases azotées, les sucres, le phosphore et les acides gras. Et tous les êtres vivants sur Terre sont composés de ces mêmes molécules chimiques, que l'on appelle donc les briques de la vie. Maintenant qu'on a défini les briques de la vie, on peut s'intéresser à comment est-ce qu'on peut les fabriquer et où les trouver. Leur synthèse est une recherche assez récente qui a fait essor au moment du développement de la chimie organique au début du 19e. Beaucoup de réactions chimiques sont depuis découvertes, mais par exemple, au milieu du 19e a été découverte la fameuse synthèse de Strecker qui permet de faire la synthèse d'acides aminés. Elle fait appel à la réaction d'un aldéhyde avec de l'ammoniac et aussi du cyanure d'hydrogène. C'est une réaction qui est assez efficace et rapide dans un milieu aqueux et qui ne nécessite que très peu de température. Un autre exemple, c'est la réaction de Formose, qui permet la synthèse de sucre à partir de la polymérisation du formaldéhyde. C'est une réaction également très efficace, surtout si on y rajoute des catalyseurs, de type carbonate de calcium ou des minéraux. Un troisième exemple, assez bien connu, mais qui cette fois date du milieu du XXe, c'est la synthèse de bases azotées à partir de la polymérisation du cyanure d'hydrogène, HCN. Cette réaction se fait sous lumière ultraviolette. Elle est assez efficace en milieu aqueux. Ces voies de synthèse organique sont donc assez simples, mais nécessitent de l'eau ou de la lumière ultraviolette pour être efficaces. Et donc, chaque synthèse chimique fabriquant les briques de la vie va dépendre fortement de l'environnement dans lequel ces synthèses vont pouvoir se faire. On parle alors de sources. Ces sources, elles sont soit endogènes, soit exogènes à la Terre. On a des sources endogènes de type l'atmosphère ou l'océan, et on a les sources exogènes qui proviennent de l'espace en provenant des astéroïdes ou des comètes. L'atmosphère est une source majeure des briques de la vie et la première expérience fut l'expérience de Miller. En résumé, il s'agit de soumettre un gaz de composition de la Terre primitive, typiquement de l'eau, du dihydrogène, de l'ammoniac, donc analogue à l'atmosphère de la Terre primitive, et on soumet ce gaz à une décharge électrique, puis on en récolte les produits dans le lot simulant un océan. L'analyse de ces produits montre que de nombreuses molécules sont formées, dont des acides aminés. Au niveau du mécanisme chimique, ici les molécules vont être cassées en petits morceaux par le plasma et vont ensuite se recombiner et réagir dans le milieu aqueux. Le point négatif, c'est que la nature des molécules formées va énormément dépendre de la composition des gaz mis dans le réacteur au départ. La deuxième source endogène majeure au niveau de la Terre, c'est celle qui va avoir lieu au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques, là où se trouvent les fumeurs noirs et les fumeurs blancs. Ces phénomènes s'expliquent par l'infiltration de l'eau de mer dans la croûte océanique, faisant des réactions chimiques de type serpentinisation qui transforment donc les minéraux et va mener à la production de dihydrogène, H2. C'est ce dihydrogène qui, en contact avec du monoxyde de carbone dissous, donc du CO, va mener à des réactions de Fischer-Tropsch et à la formation d'hydrocarbures et de chaînes aliphatiques. Ici, c'est la pression et la température qui permettent cette polymérisation du carbone en chaîne aliphatique ou en acide gras. Le point négatif, c'est la dilution de ces composés ensuite dans l'océan quand ils sont relâchés au niveau de ces fumeurs blancs ou de ces fumeurs noirs.
La dernière source, c'est une source exogène, c'est celle qui provient de l'espace. Nous savons aujourd'hui, grâce à l'étude des météorites, donc ces roches extraterrestres qui sont retrouvées sur Terre, que de la matière organique a été fabriquée dans l'espace. À l'heure actuelle, on estime par exemple qu'il y a encore des tonnes de météorites qui tombent par an sur Terre. Cette matière organique est retrouvée donc principalement dans ces petits corps primitifs de notre système solaire, qui sont des restes datant de la formation du système solaire. Dans les comètes, aux confins du système solaire, on aurait jusqu'à 50% en masse de matière organique avec de la glace. Dans les astéroïdes, il faut regarder au niveau des astéroïdes carbonés, dont nous avons des fragments sur Terre, révélant jusqu'à 5% en masse de matière organique. On a la chance d'avoir sur Terre de nombreux échantillons de ces astéroïdes carbonés, et leur analyse montre qu'ils renferment de nombreuses briques de la vie et une matière organique extrêmement diverse. On a des acides aminés, on a des sucres, on a des bases azotées, on a des chaînes aliphatique, on a des alcools, bref, on a tout ce qu'il nous faut en termes de briques de la vie que l'on recherche, et c'est pour ça que cette source de matière exogène est beaucoup étudiée. Mais la synthèse de ces briques de la vie dans ces objets n'est pas encore très bien comprise et mobilise encore de nombreux chercheurs dans les laboratoires. En tout cas, on pense que, par exemple, la synthèse de Strecker ou la réaction de Formose, décrite précédemment, ont pu se passer dans les astéroïdes quand ils avaient un petit peu d'eau liquide. En tout cas, on voit bien qu'avec cet apport de matière organique de l'espace, toutes les briques de la vie étaient donc disponibles pour ensemencer la Terre primitive et l'étaient au même endroit. Si de telles molécules se trouvent dans l'espace, peut-on trouver ces briques de la vie ailleurs que sur Terre? Eh bien, c'est un autre sujet de recherche traité en exobiologie, la recherche de briques de la vie, voire de la vie elle-même ailleurs. Mais attention, avoir les briques de la vie, ça ne suffit pas pour faire la vie.